il y a des suites qui commencent par une explosion. The Family Plan 2 commence par quelque chose de beaucoup plus reconnaissable. Un père qui voudrait simplement réussir Noël. Dan Morgan a déjà survécu à la révélation de son ancienne vie, à un voyage familial devenu dangereux et au regard complètement changé de ses proches. Cette fois, son problème paraît presque banal. Sa fille vit à Londres, son fils grandit, les habitudes de la maison se transforment et la famille ne se réunit plus aussi facilement qu'avant. Puis le film rappelle aussitôt sa règle essentielle. Chez les Morgan, même un projet de vacances peut attirer un braquage, une poursuite et un ennemi venu réclamer des comptes. Sorti sur Apple TV le 21 novembre 2025, The Family Plan 2 dure 1h46. Simon Cellan-Jones revient à la réalisation et David Coggeshall signe à nouveau le scénario. Le choix est logique. Le premier film avait posé un principe très clair, celui d'un ancien tueur à gages caché derrière l'image d'un père américain ordinaire. La suite ne cherche pas à effacer cette idée, elle la déplace. Le secret n'est plus le moteur principal, puisque Jessica et les enfants savent désormais qui est vraiment Dan. La vraie question devient alors plus délicate. Que reste-t-il d'un père protecteur lorsque protéger les siens menace de les étouffer? Avant de parler de cascade, il faut revenir au point de départ émotionnel. Dans cette histoire, Dan ne rêve pas de reconnaissance professionnelle ni d'une nouvelle mission. Il veut du temps avec ses enfants. C'est presque ironique parce que son ancien métier lui a appris à prévoir tous les risques, à lire les gens et à organiser des sorties de secours. Or, aucune de ces qualités ne lui explique comment accepter qu'une fille fasse ses études loin de la maison, qu'un garçon approche de l'âge adulte, ou qu'un repas de fête ne suffise plus à réunir tout le monde. Pour un homme habitué à résoudre les crises par l'action, cette impuissance-là est probablement la plus difficile. Le premier film, sorti en 2023, reposait sur le plaisir de découvrir la double identité de Dan. Le public suivait un vendeur de voitures apparemment sans histoire, avant de comprendre qu'il s'appelait aussi Sean McCaffrey et qu'il possédait des réflexes d'assassin hors pair. 2 ans plus tard, une suite ne peut plus jouer exactement la même carte. Simon Cellan-Jones explique que l'équipe voulait conserver ce qui rendait les Morgan attachants, tout en évitant de refaire simplement le même voyage. C'est ainsi que Londres et Paris remplacent la route américaine. Ce déplacement donne au récit une autre couleur. Les Morgan ne sont plus seulement sortis de leur banlieue, ils sont réellement hors de leur territoire. Ce n'est pas un film qui prétend être une étude réaliste du monde de l'espionnage. Il faut le prendre pour ce qu'il annonce, une comédie d'action familiale, avec des situations volontairement excessives. Un père peut préparer un séjour de Noël, examiner la sécurité d'une banque et se retrouver poursuivi à travers l'Europe. Une fille peut présenter son petit ami à ses parents au pire moment imaginable. Un adolescent passionné de jeux vidéo peut avoir des compétences utiles dans une crise absurde. Le film ne demande pas au spectateur de croire à chaque mécanisme. Il lui demande surtout d'accepter l'énergie d'une famille qui se dispute, s'inquiète, plaisante et finit par se battre ensemble. Mark Wahlberg reprend Dan Morgan avec cette combinaison particulière de rigidité et de panique contenue. Son personnage voudrait apparaître calme, toujours prêt, toujours capable de prendre la bonne décision. Mais son visage raconte souvent autre chose. Dan est surtout un père qui voit ses repères disparaître. Michelle Monaghan retrouve Jessica, qui ne se contente plus d'observer le chaos. Dès le début, le couple existe comme un duo, avec ses désaccords et son expérience commune. Zoé Colletti joue Nina, désormais installée à Londres, tandis que Van Crosby reprend Kyle. Les plus jeunes membres de la famille sont également présents et le film ajoute 2 visages importants, Kit Harington et Reda El-Azouar. L'arrivée de Kit Harington donne à la suite un adversaire plus personnel qu'un simple obstacle de parcours. Les documents de présentation d'Apple gardent longtemps son personnage dans l'ombre, parlant seulement d'une figure mystérieuse liée au passé de Dan. Cette retenue est utile parce qu'elle place immédiatement le danger sur un terrain intime. On comprend que l'ennemi ne surgit pas au hasard. Il connaît la vie que Dan a abandonnée, il sait où toucher, et il n'a aucune raison de respecter la fragile normalité que les Morgan essaient de construire. Face à lui, Harrington joue sur un mélange de charme calme et de menace, une manière de ne jamais laisser Dan respirer tout à fait. Reda El-Azouar, lui, apporte un autre type de perturbation. Il incarne Omar,
le nouveau compagnon de Nina. Pour Dan, c'est une épreuve dont il se serait bien passé. Le père qui a affronté des criminels et des tueurs se montre soudain très maladroit devant le jeune homme qui compte pour sa fille. L'idée est simple, mais elle donne au film quelques-unes de ses situations les plus humaines. Dan sait analyser une menace extérieure. Il ne sait pas forcément accepter que Nina puisse choisir quelqu'un sans son approbation. Cette jalousie protectrice n'est jamais très subtile, mais elle rejoint le vrai sujet de la suite. Aimer quelqu'un ne donne pas le droit de diriger sa vie. Le cadre de Noël ne sert pas seulement à accrocher des lumières dans les rues de Londres ou à promettre des paysages de cartes postales. Il renforce le paradoxe central. Les fêtes sont censées rapprocher les gens, mais elles amplifient souvent les non-dits, les attentes et les vieilles tensions. Dan veut une réunion parfaite parce qu'il sent qu'elle pourrait ne plus se reproduire de la même manière. Jessica porte aussi ses propres interrogations sur l'avenir du foyer. Nina vit déjà une existence plus indépendante. Kyle n'est plus le petit garçon qu'on peut distraire avec un programme imposé. Même avant l'arrivée du danger, chacun a donc quelque chose à défendre ou à exprimer. Passons maintenant à ce que le changement de décor apporte concrètement. Londres offre au film une ville de mouvement. Bus à Impérial, rues animées, monuments qui deviennent des repères visuels, sentiment qu'une famille peut se perdre dans une foule plus vite que dans une maison connue. Paris, de son côté, va accueillir une partie plus nerveuse et plus personnelle de l'aventure. Le film ne transforme pas ces villes en documentaires touristiques, mais il se sert de leur relief et de leur imaginaire. Une poursuite dans Montmartre n'a pas la même énergie qu'une course sur une avenue américaine. Les pavés, les pentes et la densité des lieux font déjà partie de l'action. Le réalisateur a d'ailleurs insisté, dans les entretiens autour de la sortie, sur l'envie de miser davantage sur l'action physique que sur les fusillades. Cela se sent dans la manière dont le film promet des combats, du parcours, une scène sur un bus à Impérial, des déplacements à vélo et une confrontation dans une grande demeure. Ce choix convient à la tonalité familiale. L'action reste spectaculaire sans chercher une brutalité réaliste. Elle fonctionne comme une prolongation du caractère des personnages. Omar est mobile et agile. Kyle a une relation naturelle avec les outils numériques. Jessica se révèle capable de tenir sa place. Dan, lui, reste l'homme qui connaît les règles du danger, mais découvre qu'il ne peut plus gagner seul. Cette rapidité a un avantage. Les interprètes n'ont pas besoin de reconstruire entièrement les liens entre les Morgan. Ils peuvent partir du point où le premier film les avait laissés. Une famille désormais au courant de tout, mais pas forcément apaisée. Elle a vu Dan autrement, elle a découvert qu'elle pouvait agir sous pression, et elle porte cette mémoire dans la suite. Le nouvel épisode peut donc s'intéresser à la conséquence la plus crédible de l'aventure précédente. Une fois que la vérité a éclaté, comment retourne-t-on à une vie normale? Réponse honnête, on n'y retourne pas vraiment. On apprend à faire avec une vérité qui change toutes les conversations. Ce qui est fascinant, c'est que le film ne traite pas l'indépendance des enfants comme un simple problème à résoudre. Il en fait le déclencheur d'une crise. Nina ne veut pas rentrer pour Noël et Dan choisit de déplacer la famille vers elle. Geste généreux, évidemment. Geste un peu contrôlant aussi. C'est là que la comédie touche quelque chose de juste. Beaucoup de parents voudront préserver une tradition parce qu'elle les rassure, alors que les enfants y voient parfois une obligation. Chez les Morgan, ce décalage ne mène pas seulement à une discussion gênante. Il ouvre la porte à une aventure où chacun devra prouver qu'il n'est plus exactement la personne que les autres imaginent. Il ne faut donc pas attendre de The Family Plan 2 une révolution du genre. Le film choisit la continuité, le confort d'une équipe connue et l'efficacité d'une formule claire. Son intérêt se situe ailleurs, dans la façon dont cette formule change d'échelle sans abandonner son noyau. Les Morgan traversent Londres et Paris, mais le voyage raconte surtout la difficulté de rester une famille lorsque chacun commence à suivre sa propre route. Et c'est précisément au moment où Dan veut tout organiser que son passé va reprendre le contrôle de l'itinéraire. Quelques années ont passé depuis la première aventure, et le film a l'intelligence de ne pas faire comme si rien n'avait bougé. Dan dirige désormais sa propre société de sécurité. C'est une évolution presque naturelle pour quelqu'un qui connaît si bien les failles, les habitudes et les menaces.
il a troqué l'identité fabriquée du vendeur de voitures contre une activité qui utilise une partie de son expérience sans l'obliger à redevenir ce qu'il était. Pourtant, cette nouvelle stabilité reste fragile. Le passé de Dan n'est jamais très loin et son besoin de contrôler l'environnement ressemble encore parfois à un réflexe de survie plutôt qu'à une simple qualité professionnelle. Jessica, de son côté, ne vit pas dans l'ombre de cette histoire. Le film lui donne un mouvement personnel important, une proposition de poste d'entraîneuse à l'Université d'État de l'Ohio. Derrière cette information, il y a une question concrète pour le couple. Accepter le poste signifierait déménager de Buffalo à Columbus. Cela suppose de quitter une maison, des repères et une version de leur vie que Dan aimerait conserver. Jessica ne formule pas ce désir pour provoquer son mari. Elle se retrouve simplement, elle aussi, à un âge où l'on comprend que les rêves professionnels ne disparaissent pas parce qu'on est parent. Le récit ne développe pas ce sujet avec la profondeur d'un drame, mais il l'utilise pour rappeler que Dan n'est pas le seul à avoir un avenir à négocier. Nina est l'incarnation la plus visible de ce changement. Elle étudie à Londres et annonce qu'elle ne reviendra pas pour les fêtes. Sur le papier, ce n'est qu'un message d'une jeune femme qui organise son temps. Pour Dan, c'est une petite secousse. Il entend peut-être autre chose. L'idée que les traditions dont il se sent responsable peuvent continuer sans lui. Cette peur est d'autant plus compréhensible que le premier film avait forcé la famille à se découvrir sous une forme extrême. Après avoir frôlé le danger ensemble, Dan veut retrouver une image idéale de la tribu réunie. Nina, elle, n'a pas cessé de grandir parce qu'une crise a eu lieu. Kyle se trouve à un autre endroit de cette transition. Il approche de l'âge où l'on quitte le foyer, mais il n'a pas encore trouvé une manière simple de dire qui il veut devenir. Le film le présente aussi comme un jeune homme très à l'aise avec le numérique et les jeux en ligne, connu dans son univers de joueurs sous le nom de Killebois. Cette compétence pourrait n'être qu'un gag de génération, l'adolescent devant son écran pendant que les adultes s'affolent. Mais The Family Plan 2 la transforme peu à peu en ressource. C'est une idée assez classique dans ce type de récit, bien sûr, mais elle donne à Kyle une place active. Il n'est pas seulement le fils qu'on entraîne dans une mission décidée par son père, il peut apporter ce que les autres n'ont pas. Alors Dan prend une décision qui lui paraît évidente. Si Nina ne vient pas à la maison ira jusqu'à Nina. Il accepte une mission professionnelle à Londres, examiner le système de sécurité d'une banque. Le travail offre un prétexte élégant au voyage et lui permet de présenter l'escapade comme une occasion de passer Noël ensemble. On peut y voir un effort sincère. On peut aussi y reconnaître la manière dont Dan convertit une inquiétude intime en plan d'opération. Au lieu de demander à sa fille ce dont elle a envie, il arrive avec un itinéraire, une activité et toute la famille. C'est généreux, mais il y a déjà dans ce geste une dose de contrôle qui ne va pas tarder à le rattraper. Londres accueille donc les Morgan avec son décor de fête, ses rues pleines de monde. Et la promesse d'un séjour qui devrait être plus grand que leurs habitudes. Nina les attend, mais elle ne les attend pas seule. Elle a un petit ami, Omar, et c'est ici que le film trouve un ressort comique très direct. Dan Morgan, ancien assassin au sang-froid presque surnaturel, est immédiatement déstabilisé par la personne qui partage la vie de sa fille. Il observe, juge, pose des questions trop précises et voudrait savoir en quelques minutes si Omar mérite sa confiance. Chez Dan, le réflexe protecteur ne connaît pas de demi-mesure. Omar n'est pas construit seulement comme un garçon à faire souffrir par le père. Il a une assurance tranquille et une agilité qui comptent réellement dans l'aventure. Reda El-Azoar lui donne une énergie ouverte, différente du sérieux souvent fermé de Dan. Leur contraste fonctionne parce que chacun comprend mal l'autre au départ. Dan voit un inconnu qui prend de la place dans la vie de Nina. Omar voit probablement un beau-père potentiel qui transforme la moindre rencontre en contrôle de sécurité. Le comique vient moins d'une blague isolée que de cette incompatibilité immédiate. L'un cherche un danger, l'autre essaie juste d'être accepté. Ce détail de production est fascinant, et voici pourquoi. Simon Cellan Jones a expliqué que la méfiance d'un père envers le compagnon de sa fille lui semblait une matière très amusante à explorer. Il a également souligné que le personnage d'Omar n'était pas seulement une addition romantique. Au fil de l'histoire, il entre dans l'orbite de la famille. Cette intention change la lecture de la relation.
Le film ne raconte pas l'histoire d'un père qui gagne contre le nouveau venu. Il raconte plutôt le chemin très maladroit par lequel Dan apprend qu'un foyer peut s'agrandir sans perdre son identité. La tension entre Dan et Jessica est plus discrète, et c'est justement ce qui la rend intéressante. Dan se bat pour maintenir un certain modèle. Noël ensemble, maison connue, organisation maîtrisée. Jessica regarde peut-être la même famille et voit une autre nécessité: accepter les occasions qui se présentent, laisser les enfants changer, envisager un déménagement. Ils s'aiment, cela ne fait aucun doute. Leur désaccord ne naît pas d'un manque d'affection. Il naît de deux façons de répondre à la même question. Quand les choses changent, faut-il les retenir ou leur faire de la place? Dans ce contexte, le voyage à Londres devient plus qu'une escapade. C'est une tentative de réparer quelque chose avant même que ce quelque chose ne soit vraiment cassé. Dan pense pouvoir fabriquer le moment parfait. Une ville lumineuse, les enfants réunis, une mission qui lui donne l'impression de rester utile. Mais les moments parfaits n'existent pas, surtout dans une famille qui a déjà appris que son père cachait une identité meurtrière. Chaque bonne intention de Dan contient une part de panique. Il voudrait que tout le monde soit heureux, à l'endroit qu'il a choisi, au moment qu'il a choisi. On comprend son désir. On comprend aussi pourquoi les autres finissent par résister. Le film joue beaucoup avec cette contradiction. Dan a fait des efforts pour abandonner son ancienne vie, mais il continue d'aborder les sentiments comme des menaces possibles. Une fille qui reste à Londres devient un problème logistique. Un petit ami devient un suspect. Une opportunité de carrière pour Jessica devient une perturbation de l'équilibre. Ce n'est pas que Dan soit indifférent aux besoins des autres. Au contraire, il s'en préoccupe tant qu'il veut les prévenir avant qu'ils ne puissent le surprendre. Voilà la limite de sa protection. Il confond parfois aimer avec anticiper. La personnalité de Jessica est essentielle pour remettre de la souplesse dans cette dynamique. Michelle Monaghan ne joue pas une épouse qui attend que Dan explique le monde. Son personnage a vécu la vérité du premier épisode et cela lui donne une confiance nouvelle. Elle est capable de voir le ridicule de certaines réactions de Dan, tout en partageant son inquiétude lorsque le danger devient réel. Leur couple peut ainsi servir de centres émotionnels. Dan apporte l'expérience et l'instinct, Jessica apporte un regard plus humain sur ce qui compte vraiment. Quand la suite se met à accélérer, cette complémentarité prend beaucoup plus de valeur. Revenons un instant au choix de placer l'action à Noël. La fête donne au récit un compte à rebours affectif. Dan ne veut pas seulement retrouver Nina un jour ou l'autre. Il veut la retrouver à un moment symbolique, celui où l'on imagine que personne ne devrait manquer à table. C'est une vision touchante, mais les fêtes peuvent aussi mettre une pression énorme sur les relations. Tout devient chargé. Un retard, une nouvelle annonce, un inconnu qui arrive, un projet de déménagement. Le film utilise cette pression pour justifier les maladresses de Dan. Il n'est pas seulement inquiet de perdre du contrôle. Il a peur de perdre une version très précise de son bonheur. L'intrigue ne tarde cependant pas à lui rappeler que le contrôle est une illusion. La mission dans la banque, présentée comme une parenthèse professionnelle, va faire tomber tous les écrans de fumée. Un client trop aimable, une demande qui semble presque banale, un espace sécurisé où Dan croit maîtriser les règles. C'est exactement le type de terrain où son ancien savoir devient à la fois une force et un piège. Et lorsque le film révèle l'homme qui se cache derrière cette mission, le voyage familial cesse définitivement d'être une négociation de Noël. Il devient une fuite où chacun devra choisir sa place. La Banque de Londres est le moment où The Family Plan 2 change franchement de vitesse. Jusqu'ici, les Morgan ont surtout transporté avec eux les petites tensions de Noël. Un père inquiet, une fille indépendante, un nouveau petit ami à évaluer, une décision professionnelle qui attend. Dan a une mission claire. Il doit tester la sécurité de la Cadogan Bank pour un client nommé Aidan. C'est précisément le genre de travail qui devrait lui convenir. Il connaît les procédures, les angles morts, les gestes qui trahissent une équipe trop sûre d'elle. Dans un lieu rempli de verrous et de caméras, Dan se sent presque chez lui. Cette confiance est le premier piège. Un bon film d'action adore placer son héros sur un terrain où ses compétences semblent le protéger, avant de prouver qu'elles ne suffisent plus. Dan repère des faiblesses, examine le bâtiment et s'approche du coffre comme un spécialiste. Mais Aidan n'a jamais cherché un simple audit.
Il utilise le savoir de Dan comme on utiliserait une clé. La mission sert à faire entrer dans un endroit inaccessible un homme capable de comprendre le système de l'intérieur. Le film ne cache pas longtemps le renversement. La visite professionnelle devient une opération de braquage dont Dan est l'outil involontaire. À ce stade, l'histoire introduit une révélation qui donne au conflit une dimension familiale. Aidan n'est pas seulement un criminel avec un plan. Il se présente comme le demi-frère de Dan, lié à Liam McCaffrey, le père de Dan, et la grande menace du premier volet. Cette information déplace immédiatement le sens du titre. Les Morgan ne sont plus la seule famille au centre de l'histoire. Il y a aussi l'héritage brisé des McCaffrey. Un père absent, des vies cachées, des enfants traités de manière inégale et une violence transmise comme une succession empoisonnée. Le motif du demi-frère est volontairement mélodramatique, mais il donne à Kit Harington de quoi jouer plus qu'un simple homme de main. Aidan porte une rancœur précise. Il ne reproche pas à Dan d'être parfait. Il lui reproche d'avoir reçu une place qu'il estime lui avoir été refusée. Le passé de Liam McCaffrey devient alors une machine qui produit encore du ressentiment, même après sa mort. Dan, qui cherche à protéger ses enfants du monde de son père, découvre que ce monde n'a pas seulement laissé des ennemis extérieurs, il a laissé une parenté qu'il ne connaissait pas et qui réclame un dû. Ce qui rend la situation efficace, c'est que Dan ne peut pas résoudre le problème en gardant tout pour lui. Dans le premier film, la grande question était de savoir quand sa famille découvrirait la vérité. Ici, cette vérité est déjà sur la table. Jessica comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Les enfants ne sont plus totalement exclus. Le danger reste effrayant, mais il n'est plus construit sur le mensonge domestique. Dan doit donc apprendre une compétence qui lui manque encore. Demander de l'aide au lieu de se transformer en chef solitaire. La banque contient l'objet que vise Aidan, une clé numérique liée à l'ancien empire de McCaffrey. Le récit la présente comme l'accès à des ressources considérables, de l'argent, une infrastructure de surveillance et un réseau capable de prolonger l'ombre du père de Dan. Dans une comédie d'action, ce type de dispositif sert moins à expliquer la technologie qu'à rendre la menace visible. Tant que la clé existe, le passé possède une porte d'entrée vers le présent. Aidan ne cherche pas seulement à voler quelque chose de précieux, il veut reprendre le contrôle d'un système dont Dan aimerait voir disparaître toute trace. La scène fonctionne également comme un commentaire sur Dan lui-même. Toute sa vie adulte a été construite autour de portes fermées, de noms dissimulés, de secrets rangés dans des espaces sûrs. Il a tenté de devenir quelqu'un d'autre en changeant de nom et de métier. Aidan, lui, veut ouvrir les coffres, les serveurs et les archives. L'un essaie de fermer définitivement le passé, l'autre veut en hériter. Entre les deux, les Morgan deviennent le levier idéal. Aidan sait que Dan peut accepter beaucoup de risques pour lui-même. Il comprend surtout que Dan acceptera presque n'importe quoi s'il croit pouvoir éviter un danger à Jessica et aux enfants. La pression augmente lorsqu'Aidan transforme l'opération en accusation contre Dan et Jessica. Ce n'est plus seulement un braquage à empêcher. Les Morgan se retrouvent associés à un crime dont ils ne sont pas les auteurs, avec les autorités à leur trousse et les hommes d'Aidan derrière eux. Cette double poursuite est un classique du genre, mais elle a une utilité émotionnelle. Dan ne peut se tourner spontanément vers la police sans expliquer son propre passé. Il ne peut pas raconter toute l'histoire sans exposer à nouveau des secrets et des contacts qu'il voudrait laisser loin de sa famille. Sa vieille vie l'a enfermé dans une zone grise où l'innocence ne suffit pas toujours à être crue. Jessica devient ici un personnage particulièrement important. Elle n'est pas uniquement celle qu'il faut secourir ou rassurer. Aidan essaie de s'en servir pour contraindre Dan, ce qui révèle à quel point il a mal évalué les Morgan. Dans le premier film, Jessica avait découvert que son mari lui avait caché une existence entière. Dans la suite, elle dispose de cette expérience. Elle connaît les réactions de Dan, elle sait que le danger peut venir de très près, et elle ne veut pas être une simple otage dans une affaire familiale entre deux hommes. La façon dont le film la place au milieu de la crise prépare l'idée que la famille devra opposer ses propres compétences à celles des professionnels du crime. Il y a aussi une dimension presque comique à voir Dan confronter simultanément deux problèmes qu'il ne sait pas gérer avec la même méthode. D'un côté, Aidan est un ennemi expert, calculateur, lié à son passé. De l'autre,
Omar continue d'être le compagnon de Nina, donc une présence que Dan observe avec une suspicion excessive. À mesure que le monde extérieur devient plus dangereux, cette méfiance envers Omar commence à paraître dérisoire. Le garçon n'est pas l'intrus menaçant que Dan imaginait. Le véritable danger est déjà dans la famille, au sens le plus sombre du terme, sous la forme d'un frère qu'il n'a jamais connu. Mais ce qui rend le film vraiment unique, c'est la manière dont il oppose deux définitions de la famille. Pour Aidan, elle est une blessure, une hiérarchie et un héritage à prendre. Il considère les liens de sang comme une justification à sa colère. Pour Dan, la famille est ce qu'il essaie de construire après avoir été façonnée par Liam McCaffrey. Elle ne repose plus uniquement sur le nom ou sur l'origine. Elle repose sur les choix répétés de Jessica, de Nina, de Kyle, de Max et bientôt d'Omar. La suite insiste donc sur une idée simple, avoir un lien biologique avec quelqu'un ne dit pas tout de la manière dont on le traite. Le rythme de la séquence londonienne sert cette opposition. Les espaces se resserrent, coffres, couloirs, véhicules, rues chargées. Dan est habitué à analyser les sorties, mais les issues disparaissent une à une. Aidan semble toujours avoir prévu l'étape suivante. Le plaisir du film vient de la réaction plutôt que de la stratégie parfaite. Les Morgan se parlent trop vite, se contredisent, découvrent des informations au mauvais moment et doivent pourtant rester ensemble. Cette confusion maîtrisée est précisément ce qui distingue l'action familiale d'un thriller plus froid. Les personnages ne sont pas une escouade entraînée, ils forment un foyer qui improvise quand l'urgence arrive. Il faut néanmoins reconnaître la limite du procédé. Aidan et la clé numérique sont des éléments très fonctionnels. Ils servent à relancer l'aventure, à justifier la fuite et à donner une raison de passer de Londres à Paris. Le film ne cherche pas longtemps à rendre la technologie convaincante dans tous ses détails. Son vrai intérêt est ailleurs. Cette clé représente l'accès au pouvoir de McCaffrey et chacun doit décider ce qu'il ferait avec cet héritage. Dan veut le détruire. Aidan veut le posséder. Les enfants, eux, voient surtout ce que cette bataille fait à leur quotidien. Le spectateur peut alors lire la banque comme une métaphore un peu simple mais efficace. Un coffre garde ce que les gens ne veulent pas montrer. Dan a passé des années à enfermer Sean McCaffrey dans une identité secondaire. Aidan arrive pour forcer la porte. Il ne se contente pas de menacer Dan. Il l'oblige à regarder à nouveau ce que son père a construit, ce que son père lui a fait et ce que ce père a laissé à d'autres. C'est pourquoi l'affrontement ne peut pas se régler par une seule fuite. Tant que l'infrastructure de McCaffrey existe, Dan ne sera jamais complètement sorti de son ombre. Les conséquences sont immédiates. Les Morgan parviennent à échapper au piège, mais ils comprennent qu'ils n'ont plus de vacances à sauver. Ils ont une cible sur le dos, une accusation à effacer et un adversaire qui connaît maintenant les failles de leur groupe. Dan ne peut plus prétendre que ses enfants doivent rester en dehors de l'opération. Ils y sont déjà. La question devient moins comment les protéger de la vérité que comment les aider à survivre à une vérité qui les concerne tous. La réponse conduit vers Paris, vers les anciens repères de Dan et vers les traces matérielles de l'empire McCaffrey. Ce déplacement n'est pas seulement géographique. À Londres, Dan a été pris dans le plan d'Aidan. À Paris, il va tenter de reprendre l'initiative, mais pour y arriver, il devra faire confiance à des personnes qu'il connaît mal, y compris au jeune homme qu'il n'avait pas du tout prévu d'inviter à son Noël. Quand les Morgan quittent Londres, Paris n'est pas une récompense ni une halte romantique. C'est un refuge provisoire, choisi parce qu'il existe un lien entre la ville et le passé de Dan. Le film y fait converger plusieurs choses. L'ancien réseau de McCaffrey, les souvenirs de Dan, les alliés qu'il n'aurait pas voulu recontacter et une possibilité de détruire définitivement l'outil convoité par Aidan. La capitale française devient ainsi le lieu où le héros arrête de fuir. Il n'y arrive pas en touriste. Il y revient comme quelqu'un qui doit ouvrir une porte qu'il espérait ne jamais revoir. Le changement de ville donne une texture différente au récit. Londres avait servi à installer la mécanique du piège, avec ses grands flux, son activité et la vitesse d'une opération qui se dérègle. Paris apporte des zones plus intimes, une demeure ancienne, des rues en pente, des toits, des espaces où l'histoire familiale semble littéralement cachée derrière les murs. Le réalisateur et son équipe ont tourné des séquences dans les deux villes. Et la poursuite à Montmartre profite en particulier des pavés et du relief.
Le décor n'est pas traité comme une carte postale immobile. Il oblige les personnages à courir, à tourner, à perdre de la vitesse ou à trouver un passage improbable. Dan ne vient pas chercher un trésor. Il veut éliminer le réseau qui permet à Aidan de prolonger le pouvoir de leur père. Là encore, l'objet technique compte surtout pour ce qu'il représente. Il s'agit d'un système de surveillance et de ressources criminelles capable de remettre entre de mauvaises mains l'héritage de McCaffrey. Détruire ce réseau, ce serait priver Aidan de sa principale arme. Ce serait aussi offrir à Dan une chance de cesser de vivre, avec l'idée qu'un ancien dossier, un ancien contact ou une ancienne machine peut toujours revenir le réclamer. Mais Dan ne peut pas atteindre ce but sans reprendre contact avec Svetlana Romanova, une ancienne relation issue de son passé. Sidz Babette Knudsen donne à Svetlana une présence plus imprévisible que celle d'une alliée pure et simple. Elle peut offrir un abri, une information, une issue. Elle peut aussi penser d'abord à sa propre survie. Dans le monde de Dan, les vieilles connaissances ne sont jamais désintéressées. C'est précisément ce qui le distingue de la famille qu'il a construite. Avec Jessica et les enfants, la confiance est compliquée mais réelle. Avec les gens de son ancienne vie, elle est toujours conditionnelle. Svetlana permet au film de montrer que Dan n'a pas seulement quitté un métier, il a quitté un réseau d'obligations, de dettes et de rivalités. Même lorsqu'il appelle quelqu'un parce qu'il n'a pas d'autre solution, il doit se demander combien cette aide va coûter. Dans une scène qui joue sur cette méfiance, le danger vient aussi d'une trahison possible. Svetlana est tentée par la récompense mise sur Dan, puis son regard sur la famille l'empêche d'aller jusqu'au bout de cette logique. Ce revirement n'est pas présenté comme une grande leçon de morale. Il rappelle plutôt que les Morgan, dans leur désordre même, produisent quelque chose que l'ancien monde de Dan a du mal à comprendre. Une loyauté qui ne s'achète pas facilement. La fuite à travers Paris donne alors au film l'une de ses idées les plus agréables. Chaque membre de la famille cesse peu à peu d'être assigné à une seule fonction. Jessica n'est pas seulement la personne que Dan doit protéger. Nina n'est pas seulement l'étudiante dont les choix inquiètent son père. Kyle n'est pas seulement le jeune joueur derrière un écran. Omar n'est pas seulement le petit ami gênant. Sous la pression, chacun doit se montrer utile d'une manière qui lui ressemble. Ce n'est pas une transformation magique. Le scénario distribue à chaque personnage un domaine d'action. Mais cette distribution soutient très bien le thème. Une famille ne reste soudée que si elle reconnaît les capacités de chacun. Omar est au cœur de cette évolution. Dan a passé une bonne partie du début du film à le regarder comme un problème. Or, le jeune homme possède une aisance physique qui devient précieuse lorsque l'itinéraire passe par des toits et des passages où Dan ne peut pas tout faire seul. Simon Ceylan Jones a raconté que Reda El Azour avait exécuté une grande partie de son travail de parcours, avec les limites nécessaires de la sécurité. Ce fait donne un peu de relief aux scènes. La mobilité d'Omar n'est pas seulement une invention abstraite du scénario, elle s'appuie sur une présence corporelle très différente de celle de Dan. Ce contraste ne signifie pas que Dan devient soudainement dépassé. Il reste le personnage qui sait lire une menace et élaborer une stratégie. Mais la suite prend le soin de montrer que sa stratégie ne peut fonctionner qu'en s'ouvrant aux autres. Il faut le talent technique de Kyle, la connaissance du terrain de Nina, l'agilité d'Omar, la détermination de Jessica. Dan cesse d'être le héros solitaire avec une famille derrière lui. Il devient, de façon plus intéressante, l'un des membres d'une équipe familiale où chaque personne possède une pièce du plan. Le mot « équipe » mérite pourtant d'être nuancé. Les Morgan ne deviennent pas une petite unité militaire. Leur force tient à leurs disputes, à leur maladresse et à leur manière de se soutenir même quand ils n'ont pas choisi d'être là. Le film garde volontairement un ton léger. Une course-poursuite peut être interrompue par une réaction de père jaloux, une peur adolescente ou une remarque de couple. Cette tonalité divisera sûrement les spectateurs qui voudraient un thriller plus intense. Mais elle est cohérente avec le projet, faire de l'action un espace où les rôles familiaux se renversent temporairement. Nina affronte une version similaire de ce conflit. Son séjour à Londres et sa relation avec Omar ne sont pas des caprices scénaristiques. Ils sont les signes qu'elle construit sa vie hors du regard de ses parents. Le danger pourrait donner à Dan une excuse parfaite pour reprendre le contrôle. Après tout, le monde est réellement hostile,
Mais l'histoire l'oblige à constater que Nina n'est pas plus en sécurité parce qu'il décide tout à sa place. Au contraire, elle devient indispensable lorsqu'elle agit avec ce qu'elle connaît et avec les personnes qu'elle a choisies autour d'elle. Kyle, lui, montre que la compétence peut venir d'endroits que les adultes sous-estiment. Sa maîtrise numérique lui permet de participer à la lutte contre le système de McCaffrey. Le film emploie un ressort familier, celui de l'adolescent, capable de résoudre un problème technique que les parents ne comprennent pas. Mais il le relie à la trajectoire de Dan. Toute sa vie, Dan a valorisé les compétences physiques, la prudence et l'expérience du terrain. Kyle lui rappelle que le pouvoir du réseau passe aussi par des écrans, des codes et des informations. La protection moderne ne ressemble pas toujours à un combat à main nue. Pendant ce temps, Aidan devient plus dangereux parce qu'il ne cherche plus seulement la clé ou l'argent. Il veut prouver que Dan ne mérite pas ce qu'il a reçu. Sa vengeance se nourrit d'une comparaison permanente. Dan a eu la reconnaissance de Liam, et Dan se voit comme l'enfant abandonné. Ce sentiment ne rend pas ses actes justes, mais il évite que le conflit se réduise complètement à une course après un objet. Le film fait de la violence d'Aidan la conséquence tordue d'une blessure familiale. Il réclame une place dans le nom McCaffrey, alors que Dan voudrait précisément s'en détacher. Dans Paris, cette opposition devient très visible. Dan se tourne vers un ancien lieu de pouvoir pour le détruire. Aidan se tourne vers le même lieu pour le posséder. L'un comprend l'héritage comme une prison, l'autre comme une réparation. Aucun des deux ne peut vraiment avancer tant qu'il reste enfermé dans la figure de Liam. C'est là que les Morgan apportent quelque chose que le demi-frère n'a pas. Une famille qui se choisit aussi par ses actes présents. Elle n'est pas parfaite, elle ne parle pas toujours bien, mais elle apprend à ne pas laisser le père définir l'avenir des enfants. La partie parisienne prépare ainsi le plan final. Il faudra revenir vers la demeure, détourner l'attention, pénétrer dans le système et l'arrêter avant qu'Aidan ne le transforme en nouvel empire. Tous ces éléments appartiennent au code du film de cambriolage et d'infiltration. Mais la vraie satisfaction vient de l'inversion des rôles. Dan, qui voulait organiser Noël tout seul, doit accepter un plan que tout le monde porte. Ce n'est plus son plan familial, au sens d'un programme qu'il impose. C'est le plan que la famille construit parce qu'elle n'a plus le choix. La ville de Paris, avec ses toits et ses pentes, devient alors le théâtre idéal de cette bascule. Dans quelques instants, les Morgan devront se séparer pour mieux agir ensemble. Chacun prendra un risque adapté à ce qu'il sait faire. Dan devra affronter son frère et le passé de son père. Et il découvrira peut-être que le geste le plus courageux n'est pas de sauver seuls les autres, mais de leur faire assez confiance pour les laisser sauver une partie de lui. Le plan final de The Family Plan 2 fonctionne parce qu'il résume tout ce que le film a installé auparavant. Il faut empêcher Aidan d'exploiter le réseau de McCaffrey. Il faut prouver que les Morgan ne sont pas responsables du braquage. Il faut sortir d'un lieu associé à l'ancien père de Dan. Et, surtout, il faut que Dan cesse de croire qu'il peut porter ses problèmes seul. Les personnages se répartissent donc les tâches. C'est une mécanique de film de casse, avec une infiltration, une diversion, un accès à désactiver et un système à contaminer. Mais le plaisir vient de voir cette mécanique confiée à une famille dont les membres se connaissent trop bien pour rester parfaitement disciplinés. Dan et Omar doivent utiliser les hauteurs et les passages difficiles pour rejoindre l'intérieur de la demeure. C'est un choix symbolique assez clair. Le père qui refusait de faire confiance au jeune homme se retrouve obligé de s'appuyer sur sa mobilité. Omar n'est plus un visiteur gênant à Londres. Il devient un partenaire de terrain. Cette évolution ne gomme pas instantanément le malaise de Dan, mais elle rend sa jalousie initiale beaucoup moins tenable. Il voit enfin Omar agir pour Nina et pour le reste du groupe sans chercher à se faire valoir. Pour Dan, qui juge les gens selon leur capacité à protéger, c'est une information impossible à ignorer. Nina, elle, utilise sa présence et ses liens pour créer une diversion à l'extérieur. Le film lui donne ainsi un rôle qui n'imite pas celui de son père. Elle ne se change pas brusquement en combattante. Elle agit avec les outils de sa génération et de sa vie londonienne. Des gens qu'elle connaît, une énergie collective, une capacité à attirer l'attention au bon endroit. C'est important, car le récit ne dit pas que Nina devient autonome en apprenant à se battre comme Dan.
Elle devient autonome parce qu'elle peut contribuer selon sa propre logique, même lorsque cette logique échappe à son père. Kyle s'occupe de la partie numérique. Avec un dispositif préparé pour infiltrer les serveurs, il doit participer à la destruction du réseau. Là encore, le film simplifie volontiers la technologie. Le point n'est pas de proposer un cours d'informatique, le point est de matérialiser le passage de relais. Dan a connu un monde de missions physiques, d'armes et de cache. Kyle comprend un monde où la puissance circule aussi par des données. Lorsqu'il intervient, le fils montre à son père que l'utilité ne se mesure pas seulement à la force ou au courage visible. Une décision derrière un écran peut modifier le cours de toute l'opération. Jessica reste au centre du dispositif avec Max et son rôle prend une ampleur que le début du film avait annoncée. Elle ne veut pas que la crise se transforme en compétition entre les hommes de la famille McCaffrey. Le combat qui l'oppose à une tueuse souligne cette autonomie. Simon Cellan-Jones a évoqué la fluidité de cette scène et la forme physique de Michelle Monaghan. Cet affrontement répond à une attente très simple. Après tout ce que Jessica a vécu, elle ne peut plus être réduite à la personne que Dan sauve au dernier moment. Elle devient l'une de celles qui rendent la victoire possible. Pendant que les Morgan mettent leur plan en place, Aidan prouve qu'il connaît bien l'ancien monde de Dan. Il sait où son demi-frère pourrait chercher à entrer. Il comprend les habitudes que Liam McCaffrey a imposées à Dan lorsqu'il était jeune. C'est le danger le plus intime de cette séquence. Dan ne peut pas surprendre Aidan en redevenant simplement Sean McCaffrey. Aidan attend cette version de lui. Pour gagner, Dan doit donc sortir de ses réflexes et accepter une autre forme de soutien, y compris l'aide inattendue de Vikram. Vikram joue ici un rôle discret mais important. Il a été lié à la maison et à l'autorité de Liam, mais sa fidélité ne correspond pas exactement à ce que l'on pourrait croire. Sa décision de permettre à Dan de poursuivre le combat suggère qu'il voit la différence entre l'héritage d'un homme puissant et le choix d'un fils qui veut rompre avec lui. Dans un film très léger, ce personnage apporte une idée presque mélancolique. Les personnes qui ont servi un tyran ou un chef de clan peuvent garder une mémoire de la violence, mais elles peuvent aussi choisir de ne pas la transmettre. La confrontation entre Dan et Aidan ne se résout pas par une grande révélation qui effacerait tout. Aidan reste prisonnier de son besoin de revanche, et Dan doit le neutraliser. On pourrait regretter que le film ne creuse pas davantage la relation entre les deux demi-frères. Kit Harington a une présence qui aurait pu soutenir un antagoniste plus complexe. Pourtant, la scène finale réussit au moins à faire comprendre ce qui les sépare. Aidan veut que le passé lui donne une identité. Dan comprend qu'il ne pourra jamais réparer son enfance en laissant ce passé décider de la vie de ses propres enfants. Le fait de détruire les serveurs et les fonds associés à McCaffrey a donc une valeur plus forte que la simple victoire technique. Dan refuse la tentation de garder un outil qui pourrait lui être utile. Il pourrait probablement utiliser cette infrastructure pour anticiper les menaces, surveiller ses ennemis ou conserver une forme de puissance. Il choisit au contraire de la faire disparaître. C'est le geste le plus cohérent de tout le film. On ne sort pas réellement d'un héritage toxique en le contrôlant mieux que l'ancien propriétaire. On en sort en acceptant de perdre le pouvoir qu'il promet. Cette idée éclaire aussi les réconciliations à venir. Aidan est arrêté, mais Dan ne se présente pas comme quelqu'un qui a gagné contre un monstre extérieur. Il sait que leur conflit vient d'une histoire familiale déformée par Liam. Plus tard, Dan rend visite à son demi-frère en prison. Il apporte un manteau et partage un moment plus calme avec lui. Le film ne prétend pas que tout est pardonné. Aidan a mis en danger des innocents et doit répondre de ses actes. La visite suggère seulement que Dan refuse de reproduire le modèle de rejet et de froideur qu'il a connu. L'intervention d'Omar et de son père, haut responsable d'Interpol, permet aux Morgan de voir les accusations contre eux levées après l'affrontement. Ce dénouement est très pratique, comme le sont souvent les conclusions de comédies d'action. Mais il produit aussi une petite récompense narrative. Le jeune homme que Dan avait traité comme un intrus devient un lien capable de les aider au moment critique. C'est une façon volontairement romanesque de faire comprendre au père qu'il s'est trompé sur lui. Omar ne prend pas la place de Dan. Il prouve qu'il peut faire partie de la famille sans menacer le rôle de personne. Le saut dans le temps achève de transformer les inquiétudes du début. 11 mois plus tard,
Les Morgan ont déménagé à Columbus, dans l'Ohio. Jessica a donc obtenu la place qu'elle envisageait, et Dan a accepté ce mouvement. Kyle est parti à l'université. Nina travaille autour d'une entreprise à vocation environnementale. Omar revient dans le cercle familial avec une place désormais reconnue. Rien n'est figé. C'est même l'inverse. La famille existe parce qu'elle a accepté que chacun évolue. Le Noël parfait que Dan voulait imposer n'a pas eu lieu. À la place, il a gagné quelque chose de plus durable, une famille capable de rester liée malgré les départs. Ce n'est pas anodin. Ce choix artistique va changer tout. Le vrai antagoniste du film n'est pas seulement Aidan, c'est l'idée que Dan devrait pouvoir empêcher le temps de passer. Au début, il pense que rassembler tout le monde au même endroit peut restaurer ce qu'il a connu. À la fin, il accepte le déménagement de Jessica, le départ de Kyle, la vie londonienne de Nina et la présence d'Omar. Il ne renonce pas à ses enfants. Il renonce à l'illusion selon laquelle les aimer consiste à les garder près de lui. Même les scènes d'action racontent cette évolution. Dan commence le film comme un homme qui veut planifier le séjour, évaluer le petit ami, vérifier une banque et contrôler les risques. Il finit par faire confiance à ce que chacun sait faire. Kyle apporte la solution numérique. Nina crée l'ouverture. Omar permet le passage. Jessica tient face à la violence. Dan combat, bien sûr, mais il n'est plus la totalité de la réponse. Cette distribution du courage est la meilleure idée de la suite. Elle fait du titre une promesse moins paternaliste. Le plan familial n'appartient pas au père, il appartient à tous. La conclusion reste volontairement optimiste. Certains spectateurs trouveront peut-être que les conséquences sont réglées trop confortablement, que la réconciliation avec Aidan arrive vite ou que la facilité d'Interpol simplifie beaucoup les choses. Ce sont des réserves légitimes. Le film ne vise pas la gravité d'un drame familial. Il choisit une fable d'action où chaque crise doit finir par rapprocher les personnages. Mais cette légèreté ne rend pas son idée centrale absurde. Les familles changent réellement quand elles cessent de demander à une personne de tout protéger à elle seule. Pour qu'une comédie d'action familiale fonctionne, il ne suffit pas de distribuer les rôles. Il faut que le spectateur accepte de croire, au moins le temps du film, que ces gens partagent une histoire avant la première scène et qu'ils continueront à se parler après le dernier combat. The Family Plan 2 possède cet avantage de retrouver une grande partie de son noyau. Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Zoe Colletti et Van Crosby reviennent dans les rôles des Morgan. Cette continuité donne au scénario une base immédiate. Même quand l'intrigue devient extravagante, les réactions des personnages peuvent partir d'une mémoire commune. Mark Wahlberg porte une grande part de cette continuité. Dan Morgan est un rôle construit sur deux images presque incompatibles, le père de famille qui veut réussir une fête et l'ancien assassin dont les automatismes reviennent sans prévenir. Wahlberg ne cherche pas à faire de Dan un héros léger à chaque instant. Il le joue souvent fermé, concentré, contrarié par tout ce qu'il ne maîtrise pas. C'est un choix qui peut éloigner une partie du public, car le film l'entoure de comédie, mais il donne aussi à Dan une cohérence. Cet homme n'a pas oublié ce qu'il a fait. Il peut plaisanter, mais il ne cesse jamais tout à fait d'être sur ses gardes. Le meilleur usage de cette rigidité apparaît dans les scènes avec Omar. Dan peut affronter une situation absurde avec le visage de quelqu'un qui calcule toujours la sortie. Pourtant, devant le nouveau compagnon de Nina, cette maîtrise devient précisément ce qui le rend drôle. Il surveille trop. Il se méfie trop. Il pose des questions comme s'il menait un interrogatoire, alors qu'il devrait seulement faire bonne impression. Le film tire ainsi une comédie assez simple du contraste entre une compétence spectaculaire et une inadaptation affective. Dan sait neutraliser une menace. Il ne sait pas reconnaître quand sa propre inquiétude est la gêne principale dans une pièce. Michelle Monaghan est essentielle pour empêcher le récit de devenir seulement l'histoire d'un homme dépassé par son passé. Jessica a déjà traversé le choc de découvrir l'identité de Dan dans le premier épisode. Dans cette suite, elle peut donc se tenir face à lui comme une partenaire qui connaît les risques et qui a le droit de contester ses choix. Monaghan donne au personnage une présence chaleureuse sans le rendre effacé. Elle est capable de faire exister un désaccord de couple dans une phrase ou un regard, puis de basculer vers l'action lorsque le récit l'exige. Cette souplesse est probablement l'un des atouts les plus solides du film.
Le réalisateur a d'ailleurs insisté sur le fait que Monaghan pouvait porter le film à égalité avec Wahlberg. Il a évoqué son humour, son aisance et le plaisir de la voir surprendre l'équipe. Dans une suite qui veut renforcer l'idée d'équipe, ce n'est pas une remarque anodine. Jessica ne sert seulement à rendre Dan plus humain. Elle possède son propre regard sur le déménagement, sur les enfants et sur ce qu'une vie familiale devrait permettre. Quand elle agit physiquement dans le dernier mouvement, l'action prolonge un statut que le scénario lui donne déjà. Elle n'est pas la récompense de Dan, elle est une personne dont les choix changent la direction de la famille. Zoé Colletti joue Nina à un moment charnière. Son personnage n'est plus seulement l'adolescente qui réagit aux secrets de son père. Elle vit à Londres, elle a une relation, elle veut organiser Noël selon ses propres priorités. Le film ne lui offre pas toujours la même densité que celle accordée à Dan, mais son rôle est crucial. Nina oblige le père à regarder une réalité qu'il voudrait éviter. L'autonomie d'un enfant n'est pas une attaque contre les parents. Colletti donne à cette indépendance une énergie directe. Nina n'est pas présentée comme un symbole abstrait de la jeunesse. Elle veut simplement qu'on la laisse exister sans l'intégrer de force à un plan déjà décidé. Van Crosby apporte à Kyle une tonalité plus calme. Son personnage se situe entre Nina, déjà tournée vers l'extérieur, et Max, encore très jeune. C'est souvent une place difficile à écrire parce que le fils du milieu peut disparaître entre les trajectoires plus spectaculaires. The Family Plan 2 lui donne une fonction concrète grâce à ses talents numériques. Crosby joue cette compétence sans la transformer en posture arrogante. Kyle reste un adolescent qui apprend lui aussi à se faire confiance. Sa contribution au plan final permet de montrer que la famille a besoin de lui, non pas parce qu'il reproduit le métier de Dan, mais parce qu'il apporte une manière différente de comprendre le monde. Kit Harington apporte le nouveau visage le plus immédiatement reconnaissable. Son personnage d'Aidan se présente avec un calme qui contraste avec l'agitation des Morgan. Le comédien doit rendre plausible un homme qui a une rancune intime, un plan criminel vaste et une capacité à se montrer presque séduisant avant de devenir inquiétant. Harrington a expliqué avoir cherché du côté des grands antagonistes de films d'action ces méchants un peu plus grands que nature qu'on peut à la fois apprécier et redouter. Cette direction convient bien à la tonalité du film. Aidan n'est pas un portrait réaliste d'un homme brisé, il est un miroir sombre placé devant Dan. La relation entre Harrington et Wahlberg donne au récit son axe le plus sérieux. Leurs personnages ont un père en commun, mais ils ont vécu ce lien de façon radicalement différente. Dan veut s'arracher au nom McCaffrey. Aidan veut le récupérer. Les scènes entre eux fonctionnent surtout quand elles ne cherchent pas à tout expliquer. Une attitude, une menace tranquille ou une accusation suffisent à rappeler que l'ennemi connaît Dan autrement que les autres adversaires. Il ne voit pas seulement l'ancien assassin, il voit l'enfant qui, à ses yeux, a reçu une place que lui-même a toujours attendue. Reda Elazouar a la tâche moins facile d'incarner Omar, car le personnage arrive dans une famille que le public connaît déjà. Il doit être assez affirmé pour tenir face à Dan, assez naturel pour convaincre Nina, et assez utile pour ne pas rester un simple ressort de jalousie paternelle. Il s'en sort grâce à une présence vive et physique. Le parcours l'inscrit dans l'action sans lui donner artificiellement les compétences de Dan. Il ne devient pas un deuxième père protecteur. Il reste un jeune homme qui possède son propre talent, et ce talent fait peu à peu tomber les préjugés de Dan. L'évolution entre Dan et Omar est l'une des plus sympathiques du film, même si elle suit un chemin attendu. Au début, Dan écoute Omar comme un enquêteur. Plus tard, il doit dépendre de lui. Cette inversion aurait pu tourner à l'humiliation facile, mais le récit choisit plutôt une reconnaissance progressive. Omar ne gagne pas Dan parce qu'il affirme être meilleur que lui. Il gagne sa place parce qu'il reste présent lorsque la famille est en danger. La différence est importante. Le film ne transforme pas le lien amoureux de Nina en concours entre deux hommes. Il explique à Dan qu'Omar peut être une aide sans devenir une menace. Le casting secondaire contribue aussi au ton international annoncé par le décor. Reda Elazouar, Sanjeev Bhaskar, Sidse Babette Knudsen et Kit Harington ne donnent pas simplement des accents différents à une production américaine. Ils évitent que l'Europe ressemble à un fond interchangeable. Cela ne fait pas de The Family Plan 2 une œuvre européenne, bien sûr.
Le récit reste une comédie d'action américaine construite pour Apple TV, mais ces nouveaux personnages aident les villes de Londres et Paris à devenir des espaces habités plutôt que de simples panoramas entre deux cascades. Il faut enfin parler du couple Wahlberg-Monaghan. Les deux interprètes ne jouent pas les Morgan comme une famille idéale, qui découvre soudain un problème. Ils jouent des parents qui se connaissent, qui ont déjà traversé un choc et qui peuvent encore s'agacer profondément. Cette familiarité donne aux scènes de crise une texture plus solide que le scénario. Quand Jessica refuse de suivre aveuglément Dan, on sent qu'elle ne remet pas forcément leur lien en cause. Elle réclame seulement d'être traitée comme une adulte. C'est sans doute l'aspect le plus mature de cette suite. La confiance ne consiste pas à ne plus jamais se disputer. Elle consiste à pouvoir se dire ce qui ne va pas sans faire exploser la relation. Le reste dépend alors de ce que le film demande à son ensemble. The Family Plan 2 ne veut pas que ses acteurs disparaissent complètement derrière une intrigue sophistiquée. Il veut qu'ils représentent une famille reconnaissable plongée dans une machine très improbable. Certains personnages restent dessinés par touches rapides. Certains conflits se résolvent avec la facilité d'un divertissement de fête. Mais quand l'équipe joue les silences de Dan, l'assurance de Jessica, l'impatience de Nina ou la nervosité de Kyle, le film trouve son petit noyau de vérité. Et cette vérité devient encore plus visible quand on regarde la fabrication. Car le casting n'a pas joué cette Europe de Noël uniquement devant des écrans. La production a utilisé Londres et Paris, des studios britanniques et des séquences d'action conçues pour donner au voyage une présence très concrète. C'est là que se cache une bonne partie du charme visuel du film. The Family Plan 2 a été annoncé à l'automne 2024, avec le retour de Simon Celon Jones à la réalisation et de David Coggeshall à l'écriture. Cette continuité était sans doute la manière la plus simple de conserver l'ADN du premier film. Mais une suite doit toujours répondre à une question un peu ingrate. Pourquoi repartir ? Le réalisateur a raconté que toute l'équipe avait aimé la famille Morgan et que Mark Wahlberg avait envie de revenir, à condition que le nouveau scénario justifie réellement l'aventure. La réponse trouvée par la production consiste à agrandir le voyage plutôt qu'à changer complètement de genre. Le premier volet était construit comme un déplacement routier américain. Pour la suite, le Royaume-Uni et la France offrent une autre échelle. Le film reste centré sur un foyer, mais il peut maintenant associer les fêtes de fin d'année à des villes qui possèdent déjà un imaginaire très fort. Londres apporte les bus à Impérial, les rues chargées et les décorations. Paris apporte les quartiers en pente, les toits, les façades, le sentiment d'un passé caché dans une grande demeure. Même si le scénario reste celui d'une comédie d'action accessible, ces lieux donnent à l'aventure une respiration plus large. Le tournage principal a commencé en janvier 2025 et s'est poursuivi jusqu'en mars. Des prises de vue ont eu lieu à Londres et à Paris, avec des séquences également réalisées dans des studios britanniques, notamment à Shepperton et Levesden. Ces informations expliquent le mélange visible à l'écran. Les personnages peuvent courir dans des endroits immédiatement reconnaissables, puis entrer dans des espaces plus contrôlés où la production peut construire une action complexe. C'est une méthode classique, mais elle répond bien aux besoins d'un film qui alterne comédie familiale, poursuite et infiltration. L'un des choix les plus intéressants de Simon Celon Jones concerne l'action elle-même. Il a expliqué que le premier film comportait beaucoup d'armes à feu, tandis que la suite essayait de s'appuyer davantage sur l'action physique. On retrouve donc du parcours, des déplacements à vélo, une bagarre sur un bus à Impérial, une poursuite et un affrontement dans une demeure. Ce n'est pas seulement une manière de varier les morceaux de bravoure, cela donne aux personnages des façons différentes d'être utiles. Une fusillade aurait naturellement recentré l'attention sur Dan. Les parcours et les combats permettent de faire entrer Omar, Jessica et les enfants dans la dynamique. La scène sur le bus londonien est particulièrement révélatrice de cette ambition. Reuters a rapporté qu'elle avait été tournée sur un véritable bus en mouvement, avec une chorégraphie soigneusement organisée. Ce genre de séquence possède un avantage évident. Même dans une histoire très invraisemblable, le mouvement réel donne de la matière à l'image. Les comédiens doivent gérer l'espace instable, les lignes du véhicule, les fenêtres, les escaliers, la circulation autour d'eux.
Cela ne remplace pas les effets ou les doublures, mais cela crée une sensation de poids et de risque que le public perçoit immédiatement. La poursuite à Montmartre relève de la même logique. Les pavés et les escaliers du quartier empêchent de filmer une course comme sur une route plate. La mise en scène doit travailler avec les angles, les pentes et les obstacles. Le décor agit presque comme un personnage. Il ralentit certains mouvements, complique les trajectoires, rend une fuite plus imprévisible. Pour un public français, voir l'action traverser un espace aussi identifiable peut aussi créer un plaisir particulier. Le film emprunte une image connue de Paris sans s'arrêter pour faire du tourisme. Il transforme le lieu en terrain de jeu. Cela ne veut pas dire que les villes sont filmées avec la précision d'un grand polar européen. The Family Plan 2 n'a pas cette ambition. Il les utilise de manière directe, colorée et lisible, au service d'une aventure de fête. La caméra de Michael Burgess privilégie une clarté qui aide à suivre les personnages et les déplacements. Le film veut que le spectateur comprenne vite qui poursuit qui, où se trouve la famille et ce qui est en jeu. Cette simplicité visuelle s'accorde avec la plateforme. Une partie du public regardera l'œuvre dans un salon, pas dans une salle obscure, et l'action doit rester immédiate. Le travail sur l'hiver joue un rôle discret dans cette lisibilité. Les décorations, les lumières et les rues nocturnes apportent une chaleur de Noël à un récit qui pourrait sinon paraître assez mécanique. Le contraste est le vrai moteur visuel. Des couleurs accueillantes autour d'une situation dangereuse, une famille qui cherche la fête alors qu'elle doit fuir, des monuments illuminés pendant qu'un ennemi les poursuit. Ce n'est pas un usage subtil de Noël, mais il est cohérent. Le film ne propose pas une histoire de saison tranquille. Il propose le cauchemar très poli d'un père qui a réservé les vacances parfaites et qui voit chaque détail se retourner contre lui. Les véritables lieux de tournage ne suffisent pas à tout faire. Les studios permettent d'installer les espaces où la sécurité des interprètes et le contrôle de la lumière primant. Intérieur de banque, portions de maison, moments de combat, passages techniques. C'est là qu'une production comme celle-ci peut préparer les mouvements de caméra, répéter les gestes et rendre la scène fluide. La magie du cinéma d'action vient souvent de cette combinaison. Un plan extérieur donne l'échelle et l'air de la ville. Une portion construite ou contrôlée permet la précision. Montés ensemble, ils donnent l'impression d'une continuité totale. Omar est un bon exemple de la manière dont la production a pensé le mouvement. Reda El Azour a participé à une grande partie des passages de parcours de son personnage, selon Simon Celan-Jones. Le réalisateur a toutefois rappelé la réalité des assurances. Un comédien ne peut pas prendre tous les risques car une blessure peut arrêter un planning entier. Cette transparence est bienvenue. Une cascade réussie n'est pas le résultat d'une seule personne qui se mettrait en danger pour l'image. C'est un travail de préparation, de doublure, d'équipe de sécurité, de chorégraphie et de montage. Le film peut donner une sensation d'improvisation. Sur un plateau, rien de sérieux ne l'est vraiment. Michelle Monaghan a elle aussi un moment d'action physique important. Son affrontement avec Shadow confirme que Jessica peut répondre à la crise avec ses propres moyens. Le réalisateur est également connu pour son travail dans la télévision britannique et américaine. Cette expérience se ressent dans son sens de l'efficacité. The Family Plan 2 ne s'attarde pas longtemps sur la préparation d'une séquence. Les informations arrivent, les personnages se déplacent, puis le film passe à l'étape suivante. Certains spectateurs pourront trouver que cela manque de respiration ou de précision psychologique. D'autres apprécieront ce rythme très plateforme, pensé pour ne pas perdre l'attention. La mise en scène cherche moins la virtuosité démonstrative qu'une série de moments faciles à identifier. La banque, le bus, les rues de Paris, les toits, la maison du passé. Ce détail de production est fascinant. Et voici pourquoi la suite a dû produire une impression d'expansion sans abandonner la proximité des Morganes. Un film peut devenir plus grand en ajoutant des lieux et des cascades, mais il perd facilement ses personnages dans le décor. Celan-Jones a choisi de relier chaque grand espace à une relation. Londres est associée à Nina et Omar. La banque est liée au secret de Dan. Paris se rattache à Liam McCaffrey et à Aidan. Les toits permettent à Dan et Omar de se rapprocher. La maison concentre le conflit entre les demi-frères. Cette logique donne une raison narrative à chaque changement de décor. Le choix de revenir avec Wahlberg, Monaghan,
Coletti et Crosby a aussi simplifié le tournage sur le plan émotionnel. Le réalisateur a dit qu'il travaillait avec Mark Wahlberg depuis plusieurs années et que le plateau laissait une place à l'improvisation. Après les prises prévues, Wahlberg et Monaghan pouvaient tenter d'autres propositions. Ce type de liberté est utile pour une comédie familiale. Les grands mouvements d'action demandent une précision stricte, mais les petites réactions entre époux ou entre un père et le petit ami de sa fille gagnent souvent à rester vivantes, moins parfaitement écrites. Kit Harington et Reda El Azour apportent, eux, l'impression que le groupe est renouvelé. Harington donne au film un antagoniste reconnaissable sans exiger une présentation interminable. El Azour apporte de la rapidité et une énergie plus jeune. Le réalisateur a expliqué que leur arrivée avait stimulé l'ensemble des interprètes comme un rappel que la suite devait se réinventer plutôt que se contenter de reproduire le premier épisode. C'est probablement là que The Family Plan 2 est le plus convaincant. Il ne change pas sa formule, mais il la rend plus mobile. Cette fabrication explique une grande partie de ce que le film réussit. Quand il se concentre sur une course dans Paris, un bus londonien ou le mouvement physique d'un personnage, The Family Plan 2 gagne en présence. Quand il doit expliquer trop vite son réseau numérique ou les détails de la conspiration, il paraît plus conventionnel. C'est un film qui se défend mieux par les corps et les lieux que par l'architecture de son intrigue. Et cela nous conduit naturellement à la question suivante. Comment le public et les critiques ont-ils reçu ce mélange de spectacles de fête, d'action et de comédie familiale? The Family Plan 2 est un bon exemple de l'écart qui peut exister entre le destin d'un film de plateforme et le jugement critique traditionnel. Sa sortie, le 21 novembre 2025, ne s'est pas accompagnée d'une exploitation en salle permettant de compter les entrées françaises ou les recettes mondiales comme pour un grand blockbuster. Apple TV ne publie pas de chiffres complets de visionnage pour le film. Il n'existe donc pas de box-office fiable à comparer, et il vaut mieux le dire clairement plutôt que de transformer des classements ou des commentaires en succès chiffrés. Pour cette production, la visibilité sur la plateforme est une mesure plus pertinente que la billetterie. Le premier The Family Plan avait créé les conditions de cette suite. Sorti sur Apple TV en décembre 2023, il avait été présenté par Apple et largement rapporté dans la presse professionnelle comme le film le plus regardé de l'histoire de la plateforme à ce moment-là. Les critiques n'avaient pas été tendres, mais le public de streaming avait visiblement répondu à la promesse très simple d'un divertissement familial avec Mark Wahlberg. La suite est donc arrivée non pas parce que le premier était devenu un classique critique, mais parce qu'il avait trouvé une audience pour qui le mélange d'action, de famille et de voyage fonctionnait. Ce contexte permet de comprendre les attentes autour du deuxième épisode. Une partie du public espérait retrouver les personnages sans que le récit répète exactement la révélation de la double vie de Dan. Une autre partie souhaitait que la suite profite de Londres et Paris pour élever le niveau de l'action et de l'humour. Les critiques, elles, ont souvent jugé que le changement de décor ne suffisait pas à renouveler une formule déjà très connue. C'est une réaction assez logique. Pour un spectateur qui attend une intrigue audacieuse ou une satire familiale plus mordante, The Family Plan 2 peut sembler avancer sur des rails très visibles. Sur Rotten Tomatoes, le film est classé « Rotten » par les critiques, et le consensus du site reproche notamment une histoire oubliable et une exécution trop routinière. Metacritic rassemble lui aussi des avis majoritairement négatifs. Ces agrégateurs ne disent pas tout, mais ils dessinent une tendance nette. Les professionnels ont rarement été convaincus par l'originalité de l'intrigue ou par la force comique du résultat. Beaucoup ont vu une suite qui augmente les lieux et les péripéties sans trouver une raison artistique vraiment forte de poursuivre l'histoire. La critique de RogerEbert.com résume une réserve récurrente. Le scénario demande aux spectateurs d'accepter des mécanismes très peu plausibles, notamment autour de la banque et de la clé numérique. D'autres textes ont jugé que les personnages étaient trop proches de clichés et que les gags n'avaient pas toujours l'effet recherché. Ces remarques ne sont pas surprenantes. Le film repose sur une accumulation de coïncidences. Le client de la banque, le demi-frère inconnu, le réseau secret, l'aide liée à Interpol, la capacité de chaque membre de la famille à devenir utile au moment exact.
Si l'on attend une logique implacable, l'édifice peut vite paraître fragile, mais réduire l'accueil à ses reproches serait manquer une partie de l'expérience. Une comédie d'action de plateforme est souvent regardée dans des conditions très différentes d'un film d'auteur ou d'un thriller réaliste. On peut la lancer un soir, en famille, pendant les fêtes, avec l'envie de voir des personnages connus traverser une aventure sans réclamer une attention totale à chaque détail. Dans ce cadre, la prévisibilité n'est pas nécessairement un défaut absolu. Elle peut même devenir une promesse de confort. On sait que les Morgan vont se disputer, se retrouver en danger, finir par coopérer et retrouver un équilibre. Sur Allociné, la note des spectateurs affichée au moment de la vérification est de 2,3 sur 5 à partir de plusieurs centaines de notes. Les commentaires d'utilisateurs sont partagés. Certains décrivent un film léger, agréable pour se détendre et assez chaleureux malgré son manque de surprise. D'autres le trouvent oubliable, trop prévisible ou moins drôle qu'ils l'espéraient. Cette division est probablement plus utile que la moyenne elle-même. Elle montre que The Family Plan 2 ne provoque pas une grande passion collective, mais qu'il peut remplir exactement la fonction attendue par une partie de son public. Proposer une soirée d'action simple, sans ambition de prestige. Les personnes qui ont aimé la suite mettent souvent en avant ce changement de décor, la présence de Michelle Monaghan et le retour d'une famille déjà connue. Ce sont les qualités les plus faciles à défendre. Monaghan apporte du mouvement et une certaine sincérité au couple. Kit Harington donne au film un antagoniste plus identifiable que beaucoup de méchants de streaming. Reda Elazouar renouvelle le groupe sans paraître plaqué. Et Londres comme Paris offre quelques scènes dont le simple cadre est plus vivant que les paysages génériques de nombreuses productions d'action contemporaines. Les personnes qui n'ont pas accroché signalent presque l'inverse. Elles voient dans le décor européen une couche décorative posée sur une intrigue très standard. Elles trouvent que le retournement familial autour d'Aidan est traité trop rapidement, que les gags reposent trop sur la jalousie de Dan et que les enjeux numériques sont peu convaincants. Ces critiques sont aussi fondées. Le film aurait pu aller plus loin dans la relation entre les demi-frères, dans les conséquences du passé de Liam, ou dans le conflit entre Dan et Jessica. Il préfère garder une vitesse régulière et résoudre les sujets avant qu'ils ne deviennent trop lourds. Ce choix révèle la position très précise de The Family Plan 2 dans le paysage du streaming. Il ne cherche ni le risque formel, ni la violence intense, ni la noirceur d'une série d'espionnage. Il cherche une accessibilité maximale. La classification américaine PG-13 et la tonalité générale indiquent un film où l'action doit rester suffisamment vive pour satisfaire les adultes, mais suffisamment douce pour ne pas exclure un visionnage familial. La plateforme peut ainsi le proposer comme un rendez-vous de fin d'année, une aventure de Noël avec des dangers, des poursuites et une résolution rassurante. Cette stratégie possède une limite évidente. Plus un film veut être regardable par tout le monde, plus il risque de ne surprendre vraiment personne. Les critiques ont beaucoup insisté sur ce point. Elles ont trouvé l'action routinière, la comédie inégale et le récit trop prévisible. Il serait inutile de prétendre que le film dépasse ses réserves, grâce à un retournement caché ou à une profondeur qu'il ne revendique pas. Son scénario ne renverse pas les codes. Il les assemble de façon lisible. La famille, le passé, le voyage, le méchant, le piège, la fuite, la réconciliation. Et pourtant, cette lisibilité peut être une force lorsque le film est vu selon son propre contrat. The Family Plan 2 ne demande pas qu'on admire sa construction pendant plusieurs jours. Il veut offrir une série de séquences faciles à suivre et un noyau émotionnel simple. Dan doit apprendre à ne pas confondre protection et contrôle. Quand le film revient à ce sujet, il devient plus attachant. Quand il s'égare dans les explications de réseaux, de fortunes secrètes ou de plans criminels, il paraît plus artificiel. Le public qui accepte ce va-et-vient peut y trouver un divertissement honnête. Celui qui cherche une grande suite d'actions n'y trouvera probablement pas son compte. Le succès d'une suite de streaming ne se mesure pas seulement à la note des critiques. Il se mesure aussi à sa capacité à faire revenir les spectateurs vers des personnages. Sur ce point, les Morgan disposent d'un vrai avantage. Ils sont immédiatement compréhensibles. Dan est trop protecteur. Jessica est plus lucide qu'il ne le croit. Nina veut vivre sa vie. Kyle veut prouver qu'il n'est pas un enfant.
Max garde une part d'innocence. Omar doit trouver sa place. Ses rôles sont parfois schématiques, mais ils sont clairs. Ils donnent à la plateforme une famille de fiction que l'on peut retrouver sans réapprendre entièrement son univers. Il serait toutefois prématuré d'attribuer au film une grande postérité ou un impact durable. Aucun grand prix, aucune vague de récompenses et aucune influence notable sur le cinéma français ne sont associés à The Family Plan 2. Ce n'est pas une œuvre qui a changé les règles du genre. C'est un produit de streaming efficace par moment, créé dans une période où les plateformes cherchent des suites facilement identifiables. Sa valeur se situe dans son emploi immédiat, pas dans une révolution culturelle. Et c'est peut-être la façon la plus juste de le regarder. La suite n'a pas besoin d'être un chef-d'œuvre pour montrer ce que le streaming fabrique de plus fréquent. Des films conçus comme des retours confortables vers des visages connus, avec assez de nouveautés pour justifier le numéro 2. Le débat essentiel n'est donc pas « est-ce un grand film ?» Il est plutôt « est-ce que cette nouvelle aventure donne une raison suffisante de passer encore du temps avec les Morgan ?» La réponse dépendra de votre tolérance aux ficelles, mais aussi de votre affection pour cette famille très peu ordinaire. Après les réactions et les limites, il reste à prendre un peu de recul. Car derrière le bus, les braquages, Paris et la querelle entre demi-frères de Family Plan 2 racontent quand même une chose assez universelle, la difficulté de laisser ceux qu'on aime devenir eux-mêmes. Au fond, The Family Plan 2 parle moins d'espionnage que de la peur de devenir inutile. Dan Morgan est redoutable lorsqu'il s'agit de repérer un piège, de préparer une sortie ou d'affronter un homme dangereux. Mais ses capacités ne lui disent pas comment vivre le moment où ses enfants n'ont plus besoin de lui de la même façon. Nina construit sa vie à Londres. Kyle se prépare à partir. Jessica possède une ambition qui ne se réduit pas à la maison. Dan entend chacune de ces évolutions comme un éloignement possible. C'est cette inquiétude, bien plus que les serveurs de McCaffrey, qui déclenche son désir de réunir tout le monde pour Noël. La suite choisit alors une image très simple, un père planifie. Il organise le voyage, il accepte la mission à la banque, il veut inspecter Omar, il espère que le séjour rendra sa famille exactement aussi proche qu'avant. Le titre pourrait presque désigner son tableau mental, avec des horaires, des étapes et une issue prévue. Mais la grande leçon du film est que la vie de famille ne suit pas un plan conçu par une seule personne. On peut réserver des billets, choisir une ville ou préparer un repas. On ne peut pas exiger que les autres restent à l'âge où ces gestes suffisaient. Ce thème est parfois enveloppé dans une intrigue si extravagante qu'il risque de passer inaperçu. Un demi-frère inconnu, une banque, une clé numérique et un réseau de criminels semblent très loin d'une discussion sur l'autonomie des enfants. Pourtant, Aidan joue exactement le rôle dont Dan a besoin pour comprendre son erreur. Aidan est quelqu'un que le passé a enfermé dans une demande de reconnaissance. Il veut être vu par le père qui l'a ignoré. Il veut récupérer un héritage pour prouver qu'il compte. Dan pourrait suivre la même logique sous une forme plus douce, retenir les siens pour se prouver qu'il reste indispensable. Les deux hommes réagissent à la peur de l'abandon, mais l'un transforme cette peur en domination, l'autre doit apprendre à la transformer en confiance. La relation entre les demi-frères n'est pas assez développée pour atteindre la tragédie, mais son idée est nette. Liam McCaffrey a fabriqué un monde où le pouvoir et l'affection semblent impossibles à séparer. Il donne, il cache, il utilise, il rejette. Aidan veut hériter de ce système. Dan veut le détruire. La destruction des serveurs devient alors un geste de rupture familiale autant qu'un final d'action. Dan refuse de conserver le pouvoir de son père, même si ce pouvoir pourrait l'aider. Il comprend qu'une sécurité obtenue par la surveillance, la peur et le contrôle n'est pas vraiment une sécurité. Cette opposition est au cœur de la mise en scène. Dan commence comme la personne qui a toutes les réponses. À la fin, il est forcé de faire confiance à une organisation qu'il ne maîtrise pas complètement. Jessica agit sans attendre son autorisation. Nina conduit la diversion. Kyle intervient avec ses propres outils. Omar ouvre un passage que Dan ne peut pas franchir seul. Voilà pourquoi le plan final est plus satisfaisant sur le plan émotionnel que sur le plan technique, peu importe que chaque étape paraisse parfaitement réaliste. Ce qui compte, c'est que chaque membre de la famille ait le droit de participer à la solution. Jessica mérite une attention particulière dans cette lecture.
elle n'est pas seulement la personne qui pousse Dan à être plus raisonnable. Elle est celle qui rappelle que la famille a aussi besoin de s'adapter aux désirs des adultes. Son offre dans l'Ohio ne représente pas une menace pour le couple, elle représente une possibilité de changement. Quand Dan finit par accepter le déménagement, il accomplit peut-être l'action la plus difficile de tout le film. Il ne bat pas un adversaire. Il admet que le bonheur de Jessica n'a pas à attendre qu'il se sente prêt. Nina et Omar portent une autre version de cette idée. Leur relation inquiète Dan parce qu'elle prouve que la fille qu'il veut protéger possède déjà un espace auquel il n'a pas accès. Au début, il réagit comme s'il devait trouver une faute chez Omar. À la fin, il voit qu'Omar peut être présent, courageux et fiable sans être une copie de lui-même. C'est un parcours très classique de père possessif, mais il fonctionne parce que le film ne demande pas à Omar de triompher de Dan. Il demande à Dan de reconnaître que l'amour de Nina ne diminue pas l'amour qu'elle porte à sa famille. Kyle complète ce mouvement de manière plus discrète. Son univers de jeu et sa maîtrise numérique auraient pu être traités comme une blague sur les adolescents. La suite lui accorde au contraire une responsabilité réelle. Cela ne signifie pas que tous les talents doivent devenir utiles à une catastrophe pour avoir de la valeur. Mais dans le langage du film, c'est une façon de dire que chaque enfant possède déjà des compétences que le parent ne voit pas toujours. Dan doit cesser de mesurer les autres avec l'instrument qu'il a construit lui-même. Le choix de Londres et Paris donne aussi une belle forme à ce sujet. Être loin de chez soi rend les règles familiales plus visibles. Les Morgan ne peuvent plus se réfugier dans leur routine. Ils doivent décider qui ils sont dans les hôtels, les rues inconnues, les véhicules, les maisons du passé. La ville de Londres est liée à la nouvelle vie de Nina. Paris est lié au vieux monde de Dan. Entre les deux, la famille traverse symboliquement ce qui l'attend, quitter une forme ancienne de sécurité et accepter un avenir plus ouvert. Le décor de Noël ajoute une dernière nuance. Beaucoup d'histoires de fêtes défendent le retour aux traditions et la réunion de tous autour d'une même table. The Family Plan 2 commence presque avec ce désir-là, mais il finit par le corriger. Les traditions peuvent être précieuses, mais elles ne doivent pas devenir des cages. Une famille peut rester une famille même si une fille étudie à l'étranger, si un fils part à l'université, si les parents déménagent et si un nouveau compagnon arrive. La scène de l'avenir à Columbus ne promet pas que rien ne changera plus. Elle montre au contraire une réunion possible après que les changements ont été acceptés. Cette douceur finale est sans doute ce qui rend le film plus sympathique que son intrigue ne le laisserait croire. The Family Plan 2 n'est pas un grand thriller, et il n'essaie jamais de convaincre avec une philosophie compliquée. Ses effets comiques ne frappent pas toujours juste. Ce Sont méchants et son réseau secret ont quelque chose de très programmatique. Les enjeux sont régulièrement résolus avec une facilité qui fera sourire les spectateurs les plus exigeants. Mais le film possède une conviction simple. Les gens qu'on aime ne sont pas des éléments d'un plan. Ils sont des personnes avec leurs propres projets, et les garder près de soi commence par les laisser bouger. Il faut regarder Mark Wahlberg dans cette perspective. Dan n'est pas vraiment intéressant lorsqu'il se contente de prouver qu'il est meilleur que tous les autres au combat. Il devient intéressant lorsqu'il est forcé de constater que cette supériorité ne suffit pas. Wahlberg peut sembler très sérieux pour une comédie, mais ce sérieux raconte la difficulté du personnage à lâcher prise. Michelle Monaghan apporte alors le contrepoids indispensable, capable de faire respirer le couple et de rappeler que Jessica est une partenaire, pas une mission. Kit Harington, Reda El Azouar, Zoe Colletti et Van Crosby donnent chacun une autre direction possible à Dan, une autre façon pour lui d'apprendre. Si vous cherchez un film d'action complexe, il y a de fortes chances que les coïncidences vous frustrent. Si vous cherchez une comédie familiale très inventive, certains gags vous paraîtront prévisibles. Les critiques négatives ne sont pas injustes quand elles reprochent au film son scénario routinier. Mais si l'on accepte son contrat, la suite peut offrir une chose assez agréable. Un voyage rapide, lumineux, parfois absurde, avec une famille que le film choisit de ne pas réduire à la seule blague de l'ancien assassin. Les Morgan sont plus intéressants lorsqu'ils cessent d'être le décor du héros et deviennent sa solution. Le titre anglais reste finalement bien trouvé. Un family plan
peut désigner l'organisation d'un père persuadé qu'il sait ce qu'il faut à tout le monde. Mais il peut aussi désigner un plan fait par une famille, avec des voix différentes, des désaccords et une confiance construite sous pression. Le premier sens domine au début. Le second gagne à la fin. C'est ce déplacement qui donne une cohérence au film, même lorsque ces détours de scénario sont moins solides. On ne sait pas encore si les Morgan reviendront dans une troisième aventure. Le dernier plan de Dan auprès d'Aidan laisse une porte émotionnelle entr'ouverte, sans annoncer officiellement une suite. Il serait donc imprudent de promettre un nouveau film. Ce que l'on peut dire, c'est que The Family Plan 2 se termine avec une famille qui n'est plus tout à fait celle du départ. Elle a déménagé, accueilli Omar, accepté les départs de ses enfants et refusé de laisser McCaffrey définir son avenir. Pour une saga de divertissement, c'est déjà une forme de conclusion. Le film trouve sa réponse la plus juste. Une famille ne reste pas unie en arrêtant le temps, mais en apprenant à avancer ensemble, même lorsque chacun prend une direction qui lui ressemble.